3 semaines que Cédric Jubilard est jugé pour le meurtre de sa femme Delphine aux assises du Tarn, à Albi. Beaucoup de proches de l'accusé ont été entendus cette semaine. Sa mère, ses ex-compagnes, ses anciens co-détenus, mais aussi l'amant de Delphine Jubilard au moment de sa disparition. À une semaine du verdict, on fait le point sur ce procès dans notre 4e édition. Cette 3e semaine a apporté son lot de rebondissements dans le procès, on va en parler dans quelques instants. Et ça se poursuit aujourd'hui, vendredi 10 octobre, avec l'interrogatoire de Cédric Jubilard au sujet de la nuit de la disparition de sa femme. À l'heure où nous faisons cette émission, l'accusé n'a toujours pas témoigné. En plateau, on accueille Alexandre Ferrer, journaliste et responsable adjoint de la Dépêche du Midi dans le Tarn, qui couvre ce procès sur place. Bonjour Alexandre. Bonjour. À vos côtés, maître Simon Cohen, avocat pénaliste toulousain. Bonjour maître. Bonjour. Merci à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Tout d'abord, maître, vous qui observez ce procès d'un regard extérieur, comment le qualifieriez-vous, ce procès ? Alors, quitte à surprendre, c'est un procès qui, par rapport aux règles de notre système judiciaire, devait arriver un jour, c'est pas le premier. Pas de corps. Il faut commencer par ça. Pas de démonstration certaine. Et surtout, un débat public qui dure depuis 5 ans. C'est-à-dire que le procès a perdu à la fois son mystère et ses ressorts. Je trouve ça un peu dommage. Le mystère demeure, pourtant, c'est pour ça qu'il fascine autant. Il n'y a plus de mystère. Il n'y a plus de mystère puisque tout est partagé. Les zones d'ombre sont connues. Les éléments acquis sont connus et débattus. Les jurés ont eu droit à l'information d'abord, puis aux commentaires de l'information, puis aux commentaires des commentaires, et aux commentaires des commentaires des commentaires. Le procès est fait. Donc pour vous, il est joué? Ah ben bien sûr, le procès est joué pour moi. Les jurés ont déjà leur opinion. Il est impossible qu'il en soit autrement, puisque chacun a son opinion. Et que chacun d'ailleurs se donne de l'importance, en indiquant qu'il a son opinion, que pour lui les choses sont claires, bien évidemment. Il a été joué avant même de démarrer, selon vous ? Le procès a commencé à se jouer le jour où l'affaire a démarré, c'est-à-dire dans les heures qui ont suivi ce que l'on va appeler par commodité la disparition, et à partir de là, il s'est fait à pièce ouverte. Il n'y a plus une pièce de la procédure qui ne soit pas connue. Ce que l'on appelle le secret de l'information n'a jamais existé, et chacun a pu librement dévoiler les pièces même du dossier, avec parfois des émissions hebdomadaires. Je ne sais pas si c'est tout à fait compatible avec ce que l'on appelle comment dire, la conviction intérieure, la conviction intime, qui doit être personnelle et non pas empruntée. Il n'y a plus aujourd'hui que des convictions empruntées, et il ne peut pas en être autrement. Pour vous, c'est nouveau? C'est quelque chose de nouveau? Parce que on le voit de plus en plus sur des procès. Mais jamais à ce point-là. Et puis surtout, la dérive est progressive depuis un certain temps, bien sûr. Ça a débuté il y a une 20aine d'années. La dérive est progressive, et c'est une règle, mais j'allais dire, une règle élémentaire des sociétés humaines. Plus on dérive longtemps, et plus loin on dérive. Qu'est-ce qui explique ce que vous qualifiez de dérive? Alors, d'abord, le secret de l'instruction est devenu le secret de Polichinelle. Et nous cumulons les inconvénients des deux systèmes sans bénéficier d'aucun avantage. C'est-à-dire que, soit
on décide que le secret de l'instruction existe et il doit être absolu, s'imposer à tous, soit on décide qu'il est impossible d'imposer un secret absolu et il faut à ce moment-là une transparence complète, que les pièces soient publiées. Au point où nous en sommes, nous n'en sommes plus très loin, mais au moins il n'y a pas cette espèce de sélection de choix qui s'exécute en fonction des intérêts des uns et des autres, et c'est le contraire de l'objectivité. Enfin, quand même, la justice doit être rendue de manière objective, même si elle est nécessairement subjective. Et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans la version anglaise de la Convention européenne des droits de l'homme. La justice ne doit pas simplement être impartiale, elle doit sembler impartiale. Où est l'impartialité aujourd'hui? Chacun a pris parti, chacun s'est exprimé, chacun a dévoilé ses armes. Où est-ce qui fait l'essence du procès? Le mystère de l'audience, la conviction qui se forme, qui se forge sur l'audience, n'existe pas. Tout cela est contaminé de longue date. Ça fait 5 ans que la contamination se développe. Et on voit 65 témoins qui ont défilé durant 3 semaines. C'est pas quelque chose qui peut nuire au procès, justement, que ce soit pour l'accusation ou la défense? Alors, si ce sont des témoins utiles, pourquoi pas? Si ce sont des témoins inutiles, et c'est la raison pour laquelle je suis partisan d'une réforme complète de la justice criminelle en France. Complète. Quel genre de réforme? Alors, en quelques mots, après on reviendra sur le procès évidemment. En quelques mots, parce que, je l'ai dit, nous sommes dans un système hybride. C'est-à-dire mi-accusatoire, mi-inquisitoire, et nous cumulons non pas les avantages des deux, mais les inconvénients des deux. Moi, je concevrais un système qui serait le suivant. On supprimerait le mot charge. On supprimerait le mot conviction, intime ou pas intime, et on le remplacerait par le mot preuve. Contre celui que l'on poursuit doivent être produites des preuves. Pas de conviction. Les preuves existent ou elles n'existent pas. Et pourquoi est-ce que c'est possible aujourd'hui? À l'époque où les règles ont été rédigées, la science n'avait pas donné aux enquêteurs les moyens qui sont les leurs aujourd'hui. Aujourd'hui, les moyens scientifiques sont tels qu'on peut exiger des preuves, et non plus simplement une opinion, une impression, une charge plus ou moins vague. Voilà ce qui fait la différence. En parlant de preuves, on va revenir un petit peu sur le sujet du jour, à savoir ce procès, cette 3e semaine d'audience qui s'est tenue. Est-ce que, Alexandre, vous pouvez nous résumer un petit peu ce qu'il faut retenir de cette 3e semaine d'audience? Une semaine qui était assez riche quand même, avec pas mal de témoins qui ont été entendus, qui étaient attendus justement. L'amant, vous l'avez dit. L'histoire le rebondissement avec le téléphone de l'amant qui aurait borné soi-disant le soir de la disparition de Delphine. On a eu les anciens co-détenus, la mère, un moment important aussi, les ex-compagnes, et aussi des experts, toujours sur la question des lunettes, du sens de la voiture. Parmi donc les moments forts, vous venez d'en parler, ce faux coup de théâtre, le téléphone de l'amant donc, qui a bipé à proximité du domicile des Jubillards, ce qui était finalement une erreur de copier-coller dans le dossier. On écoute la réaction des avocats de la défense, maître Alexandre Martin et maître Emmanuel Franck à ce sujet. Ça fait peur quand même, on parle d'un dossier extrêmement difficile, qui demande beaucoup de travail à tout le monde, et aujourd'hui on vient nous dire, après que l'on a soulevé un élément qui était dans le dossier, qui est toujours dans le dossier, un gendarme vient nous dire je me suis trompé. Nous, ça nous inquiète sur l'amateurisme de certains enquêteurs dans ce dossier. Moi j'ai pas compris où était l'erreur, quand avait été l'erreur, pourquoi elle s'était répercutée sur une demande de réquisition et pourquoi après ça s'était arrêté. Je n'ai pas compris la logique de l'erreur. Mais il a copié. Mais je sais pas, je n'en sais rien, je ne sais pas où ça a été copié. Un copier-coller, je ne sais pas où ça a été copié, on sait où ça a été collé, ça c'est sûr, mais on ne sait pas où ça a été copié.
Maître, comment expliquer au juste ce genre, ce non-événement finalement? Alors d'abord, il me paraît absolument sidérant que l'on refuse la notion d'erreur. Mais bien sûr que dans la manière dont on construit un dossier simplement à la suite d'une manipulation ou d'une erreur technique, des erreurs sont possibles. Bien sûr que c'est possible, ça existe. En réalité, on a voulu s'emparer de ce qui finalement est un faux fuyant, un mirage, pour essayer de semer le doute. Il est bon que l'on sache aujourd'hui que ce n'était qu'un mirage et que cette information était erronée. Voilà. Et c'est ce que la technique permet. Et Alexandre, quelles ont été les réactions sur place? Il y a une surprise quand même, il y a eu un moment enfin, on s'attendait pas à ça. On s'attendait pas à ça, même si c'était très gros quand même, de se dire que le téléphone de l'amant borné le soir de la disparition à proximité du domicile du couple. Il y a eu une surprise qui a été éteinte assez rapidement, puisque dès le lendemain, le gendarme est venu expliquer qu'il s'était trompé. Comment a évolué l'ambiance du procès d'une semaine à l'autre? Vous observez des changements, une évolution? Ça monte, on va dire que ça monte crescendo. On a eu une première semaine qui était quand même assez favorable à la défense, une deuxième semaine qui était plutôt calme, et là on voit que les éléments en charge contre Cédric sont là, et l'ambiance a changé, oui. Un ressenti aussi global après les témoignages proches de Cédric Jubilard, qui le pense coupable. On voit vraiment qu'il y a eu un tournant un petit peu dans ce... Après, c'est des gens qui, depuis le début, qui viennent pour dire qu'ils le pensent coupable. Ils le voient coupable sans avoir de preuves. C'est un peu compliqué quand même de juger là-dessus. Il y a eu notamment celui de Séverine, de son ex-compagne, qui l'une des seules à le penser innocent. Je vous propose de l'écouter. C'est arrivé qu'il m'ait fait douter, ouais, mais au bout du compte, je me disais non, c'est pas lui, quoi. Par exemple. Mais quand on voit qu'il cherchait pas trop sa femme, hein, ou quand je lui pose la question, vas-y, dis-nous que c'est que t'as mis ta femme, hein, et qu'on ne cherche plus, quoi. Qu'il a dit dans la ferme qui a brûlé, sous le ton de l'ironie, quoi. Là, ce qui est pointé du doigt, c'est vraiment l'attitude générale de Cédric Jubilard, à la fois avant ce procès et puis tout au long de ce procès. Oui, mais là, on voit Séverine, pour revenir sur Séverine, qui en fait a dit tout et son contraire. Elle explique qu'il est innocent, mais elle dit 2 minutes avant qu'il s'est réjoui parce qu'il va toucher de l'argent sur l'assurance vie. Donc c'est compliqué avec quelqu'un comme elle pour se faire un avis. Et l'attitude de Cédric, oui, c'est ce qui est joué depuis le début. Comment il s'est comporté avant, pendant et après sa disparition. Maître, justement, comment cette attitude, quelque peu considérée comme controversée, joue un rôle dans ce procès? Ça joue un rôle parce que cela ajoute à la confusion. Qui faut-il croire et à quel moment faut-il le croire? Et c'est la raison pour laquelle, me semble-t-il, le système doit être complètement revu. Voici ce que je suggère. Comment est-il possible d'entendre les témoins 5, 4, 3 années à l'avance et de les faire revenir devant une cour d'assises? C'est pas comme ça que ça doit se faire. Les témoignages doivent être recueillis, comme dans les systèmes véritablement accusatoires, le jour de l'audience. Qu'est-ce que ça signifie? Alors que le principe est celui de l'oralité des débats, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est ce qui se dit à l'audience. Qu'est-ce que ça signifie? Que le magistrat qui préside puisse disposer du dossier et puisse, après une déposition, reprendre le témoin et lui dire « mais ce que vous avez déclaré aujourd'hui ne correspond pas tout à fait à ce que vous avez déclaré le 22 janvier 2023. Et d'ailleurs, ce que vous avez déclaré le 22 janvier 2023 n'est pas très exactement ce que vous déclariez 8 jours après les faits. Comment c'est possible, ça? C'est un peu ce qui s'est passé quand même avec que ce soit Séverine ou le témoignage de la mère. Bien sûr. Et on a des gens qui arrivent, qui nous expliquent des choses. Oui. Ils sont repris sur leur précédente déclaration. Oui. Et on se rend compte que c'est pas tout à fait la même chose. Et quel est le seul moyen d'éviter cela? Le véritable système accusatoire. C'est-à-dire que les gens sont entendus, les témoins, pour la première fois pendant l'audience.
Il n'y a pas de dossier de référence, puisque la procédure est accusatoire, et que c'est la parole qui compte. On s'exprime une fois, on est questionné, et on est confronté aux autres éléments d'une procédure. Il y a beaucoup de personnes qui qualifient ce procès, enfin qui regardent, parce qu'ils fascinent vraiment ce procès. Il y en a qui le comparent à un feuilleton, à une série, au vu des nombreux rebondissements. Vous qui avez l'habitude d'assister, enfin de procéder d'assister aux assises, vous voyez que celui-ci est vraiment différent de ce que vous avez pu voir auparavant? Il est différent pour deux raisons. La première, c'est que le corps de la victime, entre guillemets, n'a jamais été retrouvé. Ça, c'est assez rare quand même. C'est pas la première fois. Non, c'est pas la première fois, mais c'est rare. Heureusement, c'est rare. Et le plus souvent, d'ailleurs, à défaut de corps, l'on détient au moins des traces qui démontrent que, de manière certaine, un crime de sang a été commis. Bon, ça, c'est ce qui fait une première différence. Mais la deuxième différence, c'est ce que je disais, c'est le procès à débat ouvert. Comment ? On sortait du bureau du juge que déjà, on entendait le crépitement des diffusions de ce qui s'était dit. C'est impossible de parvenir à une justice sereine dans ces conditions-là. C'est ce qu'on reprochait quand même tous les avocats, tout au long du... mais ce n'est... Que ce soit alors, partie civile ou défense. Oui, alors je trouve extraordinaire d'ailleurs que les avocats aient reproché cela. Pardon, mais moi je ne pratique pas le discours de convenance. Et qui l'a alimenté? Qui a alimenté le débat depuis le début? Qui a dévoilé les pièces? Qui a transformé ce qui doit être la réflexion silencieuse dans un cabinet au cours de rencontres avec celui qu'on défend? Qui a transformé cela en une forme de cirque? Il y a les enquêteurs aussi, quand même, depuis le début de l'affaire, on a beaucoup de choses qui ont fuité. Les enquêteurs, bien sûr, et les avocats. Les deux sont, à mon sens, responsables. Et c'est la raison pour laquelle, me semble-t-il, il faut choisir un système. Ou bien dire, il n'y a plus de secret de l'information, ça se fait à livre ouvert, on publie les pièces. Ou bien dire, le secret de l'information existe, mais alors, il est absolu. Et protégé autant qu'on le peut. Revenons un petit peu aux éléments à charge de l'enquête, que ce soit donc les lunettes cassées, les cris entendus durant la nuit de la disparition de Delphine Jubilard. L'avocat des enfants du couple Jubilard revient justement sur les indices qui, selon lui, accablent Cédric Jubilard. Je vous propose donc d'écouter Maître Boguet au micro de Mathis Gardin. Vous avez effectivement, de manière constante, de la condensation dans un véhicule, ce qui laisse supposer qu'il a été utilisé par la seule personne qui retrouve très facilement les clés, c'est-à-dire Cédric Jubilard. Vous avez un sens de circulation, ou plus sûrement de stationnement, qui a été modifié dans le courant de la nuit. Vous avez effectivement ces lunettes. J'ajouterai que nous savons que les chiens pisteurs n'ont pas été capables de détecter la sortie physique de Delphine Jubilard de la maison, ce qui signifie que l'hypothèse d'un rôdeur ou d'un départ volontaire est complètement écartée. A priori, le drame s'est bien joué effectivement dans la maison et ses abords immédiats, c'est-à-dire la terrasse, là où, je le rappelle, on a cru percevoir des cris de chiens apeurés, qui ont peut-être été frappés quand ils se sont interposés par rapport à une bagarre qui opposait leur maître, et on a entendu les cris d'une femme qui était aux abois. Donc à partir de là, oui, ça constitue des éléments qui, pour moi, représente le fameux faisceau probatoire. Maître, vous parliez des preuves, justement de l'importance des preuves dans un procès, si on s'en tient seulement donc, aux éléments à charge. Selon vous, est-ce qu'il y a assez justement d'éléments pour que Cédric Jubilard soit condamné? Alors, il suffit d'écouter ce qui vient d'être dit pour comprendre qu'il s'agit d'indices, mais pas de preuves. Toute la question est de savoir à partir de combien d'indices on peut considérer que la preuve est faite. Mais c'est une question qui était tournée en dérision par les philosophes de l'Antiquité qui avaient posé la question suivante: combien de grains de sable faut-il pour faire un tas? On en est là.
Combien d'indices faut-il pour faire une preuve? Personne ne le dit parce qu'on laisse ça à l'intime conviction des jurés. Et c'est la raison pour laquelle, dans un système où l'on rechercherait la certitude, il devrait y avoir préalablement une discussion sur les éléments proposés. Une discussion entre les magistrats qui soutiennent l'accusation et les avocats de la défense, sous bien évidemment la présidence d'un magistrat. Et cette discussion préalable devrait consister à examiner les indices et à déterminer ce que d'un commun accord on écarte, parce que c'est pas possible de les retenir comme ayant une valeur probante, et ce que d'un commun accord on retient parce qu'ils méritent d'être discutés. Les choses seraient beaucoup plus sûres. Mais en droit pénal, le verdict d'un jury ne repose pas seulement sur la suffisance de preuves. Ça ne repose jamais sur la suffisance d'une preuve, ça repose sur l'intime conviction. Avez-vous une intime conviction on peut définir la conviction, on peut définir l'intimité, mais qui est en mesure de délivrer une définition acceptée par tous de l'intime conviction. Qu'est-ce que c'est l'intime conviction? C'est quelque chose de subjectif. Donc, le sort d'un homme dépend de la subjectivité de ceux qui le jugent. Ça peut poser une question philosophique. Cette troisième semaine d'audience, on l'a dit, a été marquée par beaucoup de témoignages des proches de Cédric Jubilard qui, pour certains, le pensent coupable. Est-ce que vous pensez que la défense a été un petit peu mise à mal cette semaine? Madame la défense se trouve dans une position difficile depuis le début, puisqu'il est détenu provisoirement depuis 5 ans. Vous imaginez le nombre de décisions qui ont été rendues et qui ont confirmé qu'il devait demeurer détenu parce que de fortes raisons existaient de le soupçonner. Ouais. Et ça aussi, c'est un petit peu les conséquences d'un système de détention provisoire où la détention provisoire en elle-même peut faire preuve, ou peut en tout cas connoter le système de charge. Et c'est pourquoi il faut choisir. Ou l'on accepte une justice qui peut être aléatoire, en indiquant au moins comme ça, on ne risque pas d'exonérer un coupable. Ou on exige une justice qui ne se trompe pas, c'est-à-dire qui ne prenne pas le risque de condamner un innocent, et il faut revoir la totalité du système de la preuve. Il faut faire un choix. Alexandre, on est à une semaine du verdict. Est-ce qu'on peut s'attendre encore à des surprises pendant ce procès? Tout est possible. Tout reste encore possible. Après, on va passer sur un temps où ça va être les plaidoiries, les réquisitions. Donc, oui, quel est le programme justement de cette dernière semaine d'audience? La dernière semaine, c'est plaidoirie des avocats, partie civile, défense, l'acquisitoire, et puis après le délibéré qui devrait intervenir normalement vendredi prochain. Vendredi matin. Donc juste avant notre prochaine émission. Pas forcément. Enfin, les surprises, on peut pas le deviner. Regardez, la semaine dernière, on n'aurait jamais parlé de cette histoire de téléphone, on n'aurait jamais cru qu'on allait pouvoir parler de cette histoire de téléphone. Donc bon. Finalement, il n'y a pas vraiment eu de coup de théâtre dans ce procès. Non, des coups de théâtre, il y en a eu. Ça fait 4 ans qu'il y en a des coups de théâtre dans ce procès, donc bon. Enfin, dans ce procès, dans cette affaire. Semaine prochaine, le verdict. Donc, maître, qu'est-ce qui se passe après? Alors, je trouve que ce que vient de dire Alexandre illustre parfaitement et le procès et le système. Chacun attend de nouveau un coup de théâtre. Voilà. C'est plus une scène judiciaire, c'est une scène de spectacle. Et comme chacun... Beaucoup le qualifient, parlent de feuilleton, parlent de série. Attends, c'est quoi le coup de théâtre? Le coup de théâtre, c'est l'élément déterminant. Ce qui peut peut-être changer la face des choses. Donc chacun est dans l'attente de ce qui pourrait changer la face des choses. Ben, c'est donc que la face des choses peut être changée. Vous voyez, on se trouve véritablement dans une espèce de cercle vicieux qui est dû au caractère, alors comment dire, semi-public, semi-clandestin de l'information. Il faut choisir parce que nous avons créé un monstre hybride. Il faut choisir un système ou accusatoire,
ou inquisitoire. On ne peut pas rester avec ce double système dont nous supportons la totalité des inconvénients sans en tirer, à mon sens, aucun avantage. Et qu'est-ce qui se passe après donc le verdict qui sera rendu vendredi prochain? Alors, fort heureusement, la loi, depuis quelque temps, ouvre la possibilité de déclarer appel. Il y aura appel d'un côté ou de l'autre. Voilà. C'est sûr. Il faut savoir quand même que pendant des siècles, l'appel n'a pas existé. C'est-à-dire que les condamnations les plus lourdes, les plus sévères, les décisions les plus importantes étaient insusceptibles d'être déférées à un juge d'appel. Mais en même temps, l'appel pose un problème philosophique fondamental. Soit on considère que le juré est souverain, mais si le juré est souverain, il ne peut pas y avoir d'appel. Soit on considère que le jury peut se tromper, auquel cas l'appel existe, mais si le jury peut se tromper, c'est que doit s'instaurer une discussion technique, et donc s'impose une réforme du statut de la preuve. Il faut donner un statut à la preuve. Voilà. Si procès en appel, il y a, on ne sait pas. Si procès en appel, il y a, oui. S'il y a procès en appel, après, ça risque ça permettra d'écrémer quand même pas mal de choses, pas mal de témoins, de se recentrer vraiment sur l'affaire. En tout cas, c'est loin d'être la fin de l'affaire Jubilard, qui promet donc peut-être d'autres rebondissements, ça on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, on aura le verdict la semaine prochaine. Maître, peut-être en mot de la fin, quelle trace laisse ce genre de procès un petit peu hors norme dans le milieu judiciaire? Vous en avez parlé tout au long de cette émission. Est-ce qu'un mot de conclusion, vous pouvez nous en parler davantage? Alors, si ce procès, comme d'autres, permet de refonder le système pénal en matière criminelle français, il aura laissé une trace importante. Ce ne sera pas le seul. D'autres procès imposent qu'on s'oriente vers ça. Si les règles fondamentales ne sont pas modifiées, comme elles l'avaient été d'ailleurs après le procès d'Outreau, ce procès laissera un goût amer à chacun. Les uns penseront qu'il a été condamné à tort, les autres penseront qu'il a été condamné à raison, mais que la justice n'a pas rempli son office parce que lui se croit innocent. Donc ça laissera un goût amer. C'est toute la complexité de ce genre de procès où il n'y a ni corps, ni aveu et ni scène de crime. Oui, et c'est la complexité permise par notre système judiciaire actuel. Merci beaucoup, Maître Cohen. On imagine, Alexandre, que la ville d'Albi reviendra un petit peu à la normale après ce procès. Vous qui vivez justement à Albi, vous avez dû voir un petit peu la ville se transformer. C'est les abords du tribunal qui se sont vraiment transformés, parce qu'on voit que les premiers jours, il y a eu une attente, on voyait du monde qui faisait la queue. Ça s'est un peu calmé la deuxième semaine, et là, la semaine qui vient de passer, on a vu beaucoup de monde à attendre, avec des gens qui se lèvent à 1h du matin, qui vous expliquent qu'ils font la queue depuis... Ils ne se lèvent pas finalement. Oui, qui se lèvent pas, oui, qui font la queue depuis 4h du matin pour pouvoir assister à ce procès. La ville, après, en elle-même, elle n'est pas forcément transformée. C'est vraiment plus des apports du tribunal. Mais on sent... c'est quelque chose quand même qui était sur toutes les lèvres au début, qui est un peu redescendu, et là qui recommence à... Je pense que c'est de par les témoins qu'on a eu cette semaine que ça va ressusciter un peu d'intérêt. Et la semaine prochaine, avec le verdict, avec la décision, ça risque de repartir aussi. Merci beaucoup à tous les deux. On arrive donc au terme de cette première partie d'émission. Merci beaucoup, Maître Cohen, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Alexandre Ferrer. On vous retrouve tout de suite pour répondre aux questions de nos internautes. Sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok et sur le site ladépêche.fr, vous êtes nombreuses et nombreux à suivre notre traitement du procès Jubilard. Et vous nous avez posé beaucoup de questions. On y répond tout de suite avec notre journaliste Alexandre Ferrer. Première question, Alexandre, est-ce qu'avec l'avancée du procès, une tendance se dégage? Acquittement ou culpabilité? Alors, je ne suis pas devin.
je ne suis pas forcément dans la tête des jurés, mais ce qu'on peut voir, nous, du côté, on va dire, des spectateurs, des suiveurs du procès, c'est que ça ne sent pas très bon pour Cédric. On partirait plutôt sur une condamnation. Mais ça, c'est le ressenti des suiveurs du procès. Moi, je peux pas. Voilà, je ne suis pas juré ni magistrat. Deuxième question, est-il déjà arrivé dans une telle affaire, pas de corps, pas de scène, pas d'aveu, pas d'ADN, qu'il y ait un acquittement? On pense tous à une affaire qui est connue, c'est l'affaire Viguier, oui. C'est l'affaire Viguier qui revient. Mais après, c'est plus souvent le cas où on a des condamnations sur des affaires comme ça. On peut penser à d'autres affaires, Joanneau, l'affaire Agnès Leroux, là où les personnes ont été condamnées, mais acquittées, oui, on pense directement à Jacques Viguier qui a été acquitté 2 fois. Si Cédric Jubilard était justement acquitté, sortirait-il rapidement de prison, même si appel il y a? Ah ben c'est la loi, s'il est acquitté, il est libre. Donc il est libre... de suite? De suite. Il peut sortir à la fin de son procès, il peut rentrer chez lui. J'espère qu'il ne rentrera pas chez lui, mais il peut faire ça. Pourquoi le fils de Cédric Jubilard, Louis, n'a-t-il pas été appelé à la barre? Alors je pense qu'il n'a pas été appelé parce qu'il est trop jeune et que c'est pour le préserver. On parle quand même de ses témoignages. À l'époque, il avait 6 ans, à l'époque des faits. Il y a eu beaucoup d'auditions qui ont été enregistrées. Donc les enquêteurs, la cour avait tout. Et ça s'explique par l'âge. Parce qu'il n'allait pas revenir sur des déclarations qu'il a faites aujourd'hui, il a 11 ans. Il n'allait pas forcément revenir sur des déclarations qu'il a faites à l'âge de 6 ans. Et c'est aussi pour le protéger. C'est pour ça qu'il est représenté donc, par des avocats. Voilà, par des administrateurs ad hoc. Question suivante, ce qui est dit à l'extérieur du tribunal par certains témoins, par exemple dans les médias, peut-il être retenu par les jurés? Normalement non, c'est ce qui est dit dans une cour d'assises qui est retenu par les jurés. L'extérieur, après les jurés, ils sont comme vous et moi, ils doivent écouter, lire la presse, écouter la radio, regarder des émissions, donc peut-être qu'après ça fait un avis, mais normalement c'est ce qui est dit dans la salle d'audience. Justement, comment sont encadrés les jurés? Alors c'est très très encadré, les jurés c'est défini, on va pas revenir, c'est très long sur comment ils sont tirés au sort, mais ils sont protégés, en fait, protégés non, le juré, il est libre, il peut à la fin de la journée, il rentre chez lui, entre midi et 2, il peut faire une pause, il peut aller déjeuner à l'extérieur, en général il reste quand même à l'intérieur du tribunal, et c'est eux qui ne doivent rien dire, on leur a expliqué ça, et c'est eux qui ne s'expriment pas, qui ne doivent pas s'exprimer à l'extérieur. Mais après ils ne sont pas protégés particulièrement. Protégés dans le sens où nous médias, on ne les expose jamais. Vous ne les verrez jamais en photo, vous ne les verrez jamais dans des vidéos, on ne les fait jamais parler, ils sont vraiment à part dans le... Dernière question, Alexandre, quel est le coût du procès Jubilard? Alors le coût du procès en lui-même, c'est très compliqué de le donner, puisque personne ne vous donner de chiffres. Par contre, l'affaire, selon les informations qu'on avait, l'affaire en elle-même, on est sur un chiffre qui est de plus de 500 000 euros. 500 000 euros? Ouais, c'est quand même beaucoup. 500 000 euros à faire, donc depuis le début de l'instruction, depuis le début de l'enquête jusqu'à aujourd'hui. Donc les quasi 5 dernières années. Exactement. D'accord. Merci beaucoup Alexandre Fer d'avoir été avec nous aujourd'hui. On continuera de suivre la suite de ce procès, la dernière semaine d'audience avec vous notamment qui êtes sur place. Merci également à Adrien Champeval à la réalisation de cette émission, car c'est la fin de ce 4e numéro dédié au procès Jubilard. Pour suivre au plus près les avancées de ce procès, rendez-vous sur notre site internet ladépêche.fr et sur nos réseaux sociaux. Prochaine émission vendredi prochain, dernier jour du procès et jour donc du très attendu verdict. Rendez-vous le 17 octobre. La Dépêche.